Bonsoir à tous, je suis ravie de vous accueillir pour ce deuxième épisode de Folles Enchères TV, l'émission qui révèle les coulisses des salles des ventes. Au sommaire ce soir, nous retrouvons Isabelle Cazaï, qui viendra nous parler d'un marché qui, à l'heure des smartphones et des réseaux sociaux, a la cote auprès des nouvelles générations, c'est le marché des appareils photo. Dans sa chronique météo, Lucien nous parlera notamment des températures caniculaires ressenties la semaine dernière en Île-de-France, avec à la clé un record mondial. Mais tout de suite, je vous propose de retrouver Aymeric Rouillac. Le commissaire-priseur s'apprête à vendre aux enchères un lot pour le moins spectaculaire, un élasmosaure long de 9 mètres. C'est le lot complètement marteau. Alors bonsoir Aymeric Rouillac. Bonsoir Diane. Alors Aymeric Rouillac, vous êtes commissaire-priseur en Touraine et vous vous apprêtez à organiser une vente un peu hors du commun puisque vous allez présenter aux enchères au Zoo-Parc de Beauval le 21 juin un reptile marin vieux de 66 millions d'années. Alors juste avant de parler plus en détail de l'animal lui-même, une première question, comment un commissaire-priseur se trouve à organiser une vente telle que celle-ci? Je me suis retrouvé dans une situation assez compliquée. L'été dernier, le téléphone sonne, comme le téléphone sonne même pendant les vacances quand on est commissaire-priseur, et on décroche. Et au bout du fil, un homme qui me dit « Écoutez, je rencontre des difficultés avec mon épouse. » Je dis « Je suis commissaire-priseur, je suis pas sûr de vraiment pouvoir vous aider. » Puis « Si, vous allez comprendre pourquoi. » Elle m'a dit « C'est bien simple, c'est le squelette ou moi. » Le squelette qui fait quand même 9 mètres de long, c'est un fossile qui a donc plusieurs dizaines de millions d'années, était installé chez eux et elle lui a demandé de prendre ses responsabilités. Donc voilà pourquoi un commissaire-priseur se retrouve avec un fossile de plus de 66 millions d'années au bout de son marteau. Et alors, donc ce fossile vient du Maroc, je crois, c'est ça. Et comment il se retrouve ensuite en main privée chez ce collectionneur ? Alors, il y a des fossiles un peu partout, comme on trouve des météorites un peu partout. Il y a des endroits où on les trouve plus facilement, notamment dans les régions de Kouriba au Maroc. Pourquoi ? Parce que c'est l'endroit où il y a toutes ces mines de phosphate. On en parle beaucoup aujourd'hui parce que les phosphates sont les engrais qui viennent fertiliser nos sols, où on retrouve d'ailleurs ce problème des phosphates marocains avec ces taux de cadmium qui sont un véritable fléau pour notre santé, mais ça c'est un autre problème. Et quand les Marocains extraient les phosphates, c'est une zone où, à cette époque-là, ce n'était pas la terre, c'était la mer, à la fin du Crétacé, et où on retrouve des fossiles de dinosaures au milieu des phosphates. Et donc le ministère des Mines de l'Énergie a donné l'autorisation, la plupart du temps ce sont des coopératives artisanales qui font vivre plusieurs villages, d'extraire les fossiles pour pouvoir récupérer les phosphates. Et puis ensuite, les fossiles sont réunis. En réalité, c'est assez spectaculaire. On l'a mis en place au Zoo de Beauval, c'est magnifique. On a mis juste en face des deux hippopotames. Les hippopotames s'appellent Kiwi et Gloria. Mais il faut imaginer que notre élasmosaure, puisque c'est l'espèce de fossile que l'on présente, qu'on a appelé Nessie, est réalisé à partir de plusieurs individus. Les Marocains ne sont pas forcément dans la plus grande rigueur scientifique. En revanche, c'est extrêmement impressionnant. Il y a plusieurs individus, c'est un spécimen qui est composite, qui était complété avec des impressions 3D et qui a été acheté par notre client dans la foire de Sainte-Marie-aux-Mines, qui à la fin du mois de juin, chaque année, est le rendez-vous pour les minéraux, annuel, les fossiles. Pour les minéraux, les fossiles, les collectionneurs de toute l'Europe. Oui, parce que alors, donc il y a 75%, c'est ça, du squelette qui est vraiment d'origine et il y a une reconstitution par 3D, comme vous le disiez, par impression 3D. Donc moi, je suis commissaire-priseur. Commissaire-priseur, on est médecin de famille des objets. On connaît beaucoup de choses, mais quand il y a besoin d'un spécialiste, votre médecin de famille va pouvoir vous donner du sirop contre la toux, mais si vous avez un souffle au cœur, il va faire appel à un spécialiste. Donc j'ai demandé à un paléontologue, le docteur Frédéric Lacomba, qui connaît très bien ces questions-là, de venir d'abord m'assurer que c'était pas une impression 3D. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, Christie's voulait vendre en Chine un T-Rex présenté comme extraordinaire. En fait, c'est un T-Rex qui était intégralement imprimé en 3D, ça l'affichait mal. Pour me prévenir de ce genre de maladresse, j'ai demandé à ce paléontologue qui est venu, qui l'a examiné et qui a observé plusieurs choses. La première, c'est que ce fossile était dans un bon état de conservation, mais que les Marocains avaient laissé encore toute la gangue de sable autour, donc il fallait qu'on le présente d'une façon plus scientifique. La deuxième, c'est qu'il n'était pas tout à fait complet. Il manquait par exemple 2 mètres de vertèbres, donc on a imprimé les 2 mètres de vertèbres nécessaires pour pouvoir le présenter d'une façon scientifique. Et autre petit aléa avec la réalité réalisée au Maroc, c'est qu'ils n'ont pas retrouvé les palettes natatoires de ce élasmosaure. L'élasmosaure, on ne l'a pas décrit encore, mais c'est une espèce d'immense monstre marin, c'est le Diplodocus des mers, c'est l'ancêtre de Nessie, si vous voulez. C'est pas un dinosaure, les dinosaures vont sur la terre,
les ptérosaures dans les airs et le plésiosaure sous la mer. Et l'élasmosaure, c'est un énorme reptile marin avec un très long cou, une toute petite tête pour pouvoir approcher et accrocher tous les poissons qui sont là. Et il a des palettes sur le côté qui lui permettent de voler sous la mer. C'est assez spectaculaire, sauf que les Marocains n'avaient pas retrouvé les palettes, ils ont pris des os de crocodile à la place. Donc on a remplacé les os de crocodile par une impression 3D pour que le spécimen qui soit présenté, qui est présenté depuis un mois aux eaux de Beauval, soit le plus complet, le plus spectaculaire possible. Alors, donc, vous lui avez donné le surnom de Nessie en référence au monstre du Loch Ness. Est-ce que c'est le surnom que vous lui avez donné ou c'était déjà qui a donné ce surnom? Eh bien, je crois que chacun peut baptiser comme il veut son animal de compagnie. Avez-vous un animal de compagnie peut-être, Diana? Deux. Comment les avez-vous appelés? Rakam et Giotto. Rakam et Giotto, eh bien, nous avons 2 fossiles à vendre. Il y en a un qu'on a appelé Nessie. Pourquoi? Parce que vraiment, il a la forme du monstre du Loch Ness. Et ce sont ces découvertes archéologiques au 19e siècle qui ont fait naître la légende du monstre du Loch Ness, qui n'existe pas, alors que Nessie existe bien. Il y en a un deuxième fossile à vendre, c'est juste un crâne d'un autre reptile marin assez étonnant, et lui on l'a surnommé Toto. Toto, voilà. Donc il y a des surnoms qui sont donnés, chacun peut appeler comme il veut ses animaux de compagnie. Ce sont des chats, des chiens? Un chat, un chien. Un chat, ils s'entendent bien? Ils s'entendent bien. Bon, ça c'est merveilleux. Et alors justement, puisqu'on parle d'animaux vivants, donc le squelette est exposé jusqu'au 26 juin au Zoo-Parc de Beauval. Alors ça peut paraître assez étonnant finalement d'exposer un squelette dans un zoo où on s'attend justement à avoir davantage des espèces vivantes. Ouais, mais quelle est la mission du zoo? La mission du zoo, aujourd'hui, c'est pas seulement de montrer des bêtes qui viennent des 4 coins du monde dans une dimension un petit peu terrible et terrifiante, comme ça a pu être le cas parfois. Le zoo de Beauval, je ne sais pas si vous l'avez visité, c'est un endroit qui est absolument merveilleux, qui s'étend sur plusieurs dizaines d'hectares, où on recrée un habitat naturel pour des espèces en voie de disparition. Et le zoo de Beauval est impliqué dans un grand nombre de projets de préservation des espèces en voie de disparition. Et quand on a imaginé la vente de ce thélasmosaure de Nessie, on s'est dit que faire ça au zoo de Beauval, ce serait une merveilleuse manière d'attirer l'attention du public sur ces espèces animales en voie de disparition. Les dinosaures, plésiosaures, ptérosaures correspondent à une des grandes extinctions de masse des espèces vivantes et animales. On est en train d'en vivre une autre, pour d'autres raisons que celle des élasmosaures. Et donc c'était une très belle manière d'alerter sur la fragilité du vivant, et c'est pour ça qu'on a fait ça aux zoo de Beauval. Et alors, donc le squelette est présenté dans la réserve des hippopotames, vous le disiez tout à l'heure. Comment le public réagit? Parce que j'imagine que vous y êtes allé, vous êtes allé à l'inauguration. Comment le public réagit? Alors, les poissons qui sont dans le bassin des hippopotames sont assez inquiets de voir ces dents carnassières qui sont finalement pas si loin de l'immense bassin vitré avec lequel on peut voir les hippopotames nager. Le public, moi j'y étais pour la présentation justement au public, attendait massivement qu'on puisse ouvrir les portes. Et les gens se sont précipités. On rêve en réalité. Pourquoi? Parce qu'on rêve, on est saisi par une certaine vertige. Le vertige du temps, on est peu de choses à l'échelle de 66 millions d'années. Et puis le vertige de la gigantisme de cet animal. 9 mètres de long, c'est un immeuble de 3 étages. On se sent tout petit. Les gens rêvent, regardent, et puis le zoo de Beauval a fait des panneaux pédagogiques tout à fait merveilleux pour que les enfants puissent comprendre quels sont les enjeux de la présentation de cet élasmosaure dans un zoo. Et alors, vous avez fixé une estimation comprise entre 200 000 et 300 000 euros. Mais alors, comment on estime un tel lot? Ce sont des ventes qui sont assez récentes, finalement, fin des années 90. Cette année, c'est prix unique chez les Rouillac. On sort d'un week-end de vente garden party où tous les gros lots étaient estimés entre 200 000 et 300 000 euros. Et donc, 200 000, 300 000 euros pour l'élasmosaure. Non, je raconte des bêtises, pardonnez-moi. Mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de succès là, à la vente garden party avec cette même estimation. Alors, c'est le hasard qui fait les choses. Moi, je connais rien du tout au plésiosaure. Oui, c'est la première fois. C'est vraiment la première fois. On avait vendu des météorites. Alors, les météorites, ça c'est dingue parce que vous avez un morceau de pierre. Il y en a une qu'on avait appelée le pied de chameau parce qu'elle était grosse comme un pied de chameau, qui a 4,5 milliards d'années. Là, vous êtes projeté au Big Bang à l'époque de la création de l'univers. Les sciences naturelles, c'est tout à fait fascinant. Et ces modèles d'élasmosaures, en fait, notre client l'avait acheté dans la foire de Sainte-Marie-aux-Mines, s'échangent sur des marchés privés, et les prix de vente, généralement, effectivement, vous n'avez pas à moins de 200 000 euros. On a fait un énorme travail de présentation, et je voudrais rendre hommage aux paléontologues de Théropodia, qui sont installés dans l'Allier, qui ont défait les mauvaises restaurations marocaines, représenté avec ses résines 3D, fait un très joli socle pour pouvoir le présenter, donc il est tout à fait spectaculaire, et on a dit qu'on jouait le jeu du marché. Si le prix c'est 200 000 euros, on le présente à 200 000 euros, en espérant quand même que le marteau va monter.
Et alors, quel est le public pour ce genre de fossiles? Est-ce que ce sont des spécialistes, des paléontologues? Est-ce que ça peut même être, j'imagine, des esthètes qui ont envie d'avoir ça dans leurs intérieurs? C'est assez étonnant, et c'est une excellente question. Lors de la présentation publique, il y avait un voisin du zoo de Beauval, quelqu'un qui me semblait pas être, vous savez ce qu'on dit, un de ces milliardaires attirés par le fric du Jurassique. Non, quelqu'un de relativement simple, à qui on fait pas forcément attention, qui me dit écoutez, je viens le voir parce qu'en fait, je rêve d'avoir un squelette comme ça dans mon salon. Il y en a qui ont des Lego géants. Je lui dis mais vous avez la place? Il me dit je suis venu le voir avec ma femme, on va faire la place. Donc là, surprise. Est-ce qu'il sera là le 21 juin? On fait ça pour la fête des pères. J'espère qu'il a prévenu ses enfants. Je l'espère. Autrement, on a effectivement des appels et des demandes de renseignements de la part, assez étonnamment, plutôt de galeries spécialisées en art contemporain ou en art ancien, qui manifestement ont des collectionneurs qui s'intéressent à d'autres choses, mais qui recherchent un fossile de l'ère du Crétacé. Alors, Aymeric Rouillac, avant de nous quitter, j'aimerais, si vous le voulez bien, vous poser un petit exercice. Je vais vous poser une série de questions et vous pourrez y répondre le temps d'un chrono d'1 minute. C'est la minute marteau. Alors, Aymeric Rouillac, je lance le chrono dès que vous êtes prêt. Je suis prêt. Il faut poser, non? C'est pas nécessaire? Non, c'est pas nécessaire. Alors, allons-y pour la minute marteau. Le lot que vous rêveriez de vendre. Un dinosaure. Le lot que vous regrettez de ne pas avoir vendu. Un superbe tableau néoclassique quand je commençais, qui s'est retrouvé chez un confrère anglo-saxon. Le lot le plus insolite que vous ayez eu à vendre. Je crois qu'on peut vraiment parler d'une météorite qui a 4,5 milliards d'années. Le lot que vous refusez systématiquement. Les objets néo-nazis ou nazis. Le lot qui vous semble le plus surcoté aujourd'hui. Les tabourets de Charlotte Perriand. Le lot que vous auriez aimé garder pour vous. Il y en a tellement, c'est comme vos enfants, ne me demandez pas de choisir. Merci beaucoup Aymeric Rouillac d'avoir été avec nous. Alors je rappelle, la vente de l'Elasmosaure Nessie aura lieu le 21 juin à partir de 17h au zoo au parc de Beauval. Et donc la vente et l'exposition sont ouvertes à tous. Et la vente sera retransmise également sur interenchères.com. Merci beaucoup Aymeric et bon retour en Touraine. Merci, à bientôt. Je vous propose maintenant de retrouver notre second invitée, l'experte Isabelle Cazelle, qui vient nous parler d'un marché en pleine forme, celui des appareils photographiques. Ce sont les enchères en mouvement. Bonsoir Isabelle Cazelle. Bonsoir Diane. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors Isabelle Cazelle, vous êtes experte en photographie et en appareils photographiques. Et donc vous observez depuis plusieurs années des évolutions de ce marché particulièrement dynamique. Et vous avez organisé justement la semaine dernière chez Artus Enchères avec Maître Nguyen la dispersion d'une collection assez impressionnante pré-cinéma avec des chambres photographiques, tout un tas d'objets assez incroyables, plutôt du 19e. Et alors, quel bilan vous tirez de cette vente ? Plutôt positif. On a fait une très belle vente avec des pièces rarissimes. Le pré-cinéma perd un peu dans le marché. Ça se vend un peu moins bien qu'il y a encore quelques années. Par contre, toutes les pièces rares du 19e ont très bien fonctionné. Parce qu'il y a par exemple une chambre photographique d'aérienne conçue par Marc-Antoine Gaudin qui était adjugée 17 000. Oui. Il y a pas mal de lots qui ont dépassé leurs estimations de base. Oui. Alors Gaudin, effectivement, c'est une chambre très rare parce que c'était le concurrent de la chambre daguerrienne qui était plus petite, une chambre plus petite, plus facile à transporter, avec des plaques plus petites également. Et il y en a eu très très peu en production. Donc effectivement, les pièces rares sont très demandées et font de très gros prix. Un marché de collectionneurs, ce sont des objets destinés à être placés dans une vitrine ou est-ce que ce sont des objets qui sont utilisés ? Alors ça dépend. Vous avez les chambres 18-24 qui peuvent être utilisées. C'est un peu à la mode en ce moment. Il y a plein de photographes ou de jeunes qui veulent s'y mettre et qui apprennent le collodion, qui apprennent à utiliser les plaques pour faire des photos. Il y a un vrai renouvellement de génération, c'est ce que vous observez en tout cas pour les appareils photo peut-être un peu plus récents, après-guerre. Oui, alors après-guerre, il y a plusieurs acheteurs. Et vous avez bien sûr la personne de plus de 60 ans qui cherche le Leica qu'il n'a pas dans sa collection, mais aussi le photographe
qui veut faire de l'argentique pour son métier ou pour sa passion, et une nouvelle génération des 10-30 ans, comme ma fille par exemple, qui va utiliser un appareil tel que celui-ci, pour faire de la photo, découvrir la pellicule, parce qu'ils ne connaissent pas la pellicule, ils ne sont pas nés avec comme nous, et ils veulent faire des photos avec la pellicule. D'accord. Et que ce soit simple d'utilité. Après, nous avons bien sûr des photographes plus avertis, de tout âge, entre 20 et 50 ans, qui, eux, veulent un appareil costaud, solide et sûr, comme le Leica, par exemple. Ils vont l'acheter et l'utiliser. Alors, pardon, juste, on peut revenir quand même sur cet appareil qui est quand même assez atypique. C'est quand même un appareil Barbie, rose. Et ça a un certain prix aujourd'hui? Alors, non, en fait, il y a des... Moi, je suis beaucoup les réseaux sociaux parce que dès qu'un influenceur va sortir un appareil, je sais que le lendemain, si j'ai une vente, comme j'en ai tous les mois, le prix va monter. Il y a eu une grosse vague des Olympus Mew, qui est un appareil compact avec juste une pellicule qui est sur le même principe, à peu près. On met juste la pellicule, c'est automatique, on fait la photo et voilà. Et comme quelqu'un a lancé cette mode, là, on l'utilise. Là, ma fille, elle a 9 ans. Elle veut connaître l'appareil photo. Bon, en même temps, elle est un peu née dedans, mais voilà, elle utilise la pellicule et elle fait la photo. Mais il y a toute une génération d'étudiants. Moi, je vois dans ma famille, mes petites nièces de 20 ans, elles utilisent le compact pour faire des soirées ou faire des photos inédites, ou alors aussi le Polaroid et l'Instax, où là, il y a la photo qui est immédiate. Donc, il y a un vrai renouvellement qui est assez génial pour l'appareil photo. Et l'engouement de l'appareil photo. Ce n'est plus réservé à une caste ou à des collectionneurs d'une autre génération. Oui, donc il y a une vraie réaction finalement à la photographie numérique, parce qu'avec le smartphone, on prend tout et n'importe quoi en photo, et donc il y a comme ça un retour. Oui, puis il y a une vraie réflexion de la prise de vue. C'est-à-dire que là, avec le numérique, on peut faire des photos avec l'appareil photo à tire-larigot, comme ça, en faire 15 000. Là, avec la pellicule, surtout avec le prix de la pellicule, là, on doit bien réfléchir à la lumière, la prise de vue, le mouvement. Donc il y a une vraie réflexion que l'on pourrait dire artistique. Voilà. Et alors, vous parliez tout à l'heure du Leica, c'est un peu la star du marché? C'est un peu la star du marché, oui, parce que c'est un appareil construit avec des beaux matériaux, surtout les Leica M. Je pense aux Leica M parce que les Leica avant les M sont un peu moins chers maintenant aux enchères. Est-ce qu'on peut resituer un petit peu l'histoire de Leica? Alors, c'est Oscar Barnack qui a créé le 24-36 en 1924. Donc, il a repris, en gros, je résume, il a repris une pellicule, au lieu d'avoir 4 trous, il en a fait 8, et il l'a condensé pour faire une pellicule pour pouvoir fixer l'image et plus rapidement. Donc, le Leica, le premier, a été créé en Allemagne en 1924. Et le premier commercialisé en France date de 1925. Donc vous avez plusieurs séries, le 1, le 2. Alors je vais éviter de vous raconter les F, les B, les A. Là c'est plus technique, donc les collectionneurs pourront en parler. Mais je remarque qu'aux enchères, toute cette série-là, bon sauf exception bien sûr, parce qu'il y a toujours des séries limitées de ces appareils-là entre 1925 et 1945-50. Ont un peu baissé, contrairement aux M. Aux M, parce que les M sont considérés comme des appareils faciles, entre guillemets, d'utilisation, robustes, et surtout, on peut les réparer plus facilement de nos jours, et on peut interchanger leurs objectifs. On peut mettre des objectifs anciens sur cette nouvelle génération de M. Enfin, nouvelle génération de 53 à même 2000, puisqu'il y a des M9 qu'on peut utiliser. Voilà. D'accord. Et alors, à côté de Leica, quels sont les autres modèles qui sont très recherchés sur ce marché? Alors, il y a les 6.6, les Rolleiflex, qui sont les biobjectifs. Vous voyez bien toute la photo de Viviane Meyer. Oui, c'est Viviane Meyer avec la photo où elle est... ça, c'est très recherché. Il y a aussi les Hasselblad. Alors, par contre, les Hasselblad, faut quand même s'y connaître parce que l'image est inversée quand on regarde l'appareil. Donc voilà, vous avez Hasselblad, Rolleiflex,
Des pièces rares que l'on va trouver de temps en temps, comme les Rectaflex ou des appareils qui ont été très peu commercialisés ou très peu fabriqués. Et alors, il n'y a pas que les appareils, il y a aussi les objectifs qui font des prix intéressants. Alors là, chez Artus, la semaine dernière, vous avez vendu un lot d'une dizaine d'objectifs Carl Zeiss qui était estimé 400-700 et qui a atteint près de 8 700 €. Oui. Et qui sont les acheteurs pour ce type de Alors, il y a les collectionneurs, bien sûr, hein, mais surtout le marché asiatique. Le marché asiatique, aussi bien la Chine que le Japon, ces pays sont très fans de ces objectifs parce qu'ils les utilisent ou ils les reproduisent. Comme pour les ingénieux aussi, dans cette vente, on a eu un très beau lot d'ingénieux qui sont quand même des objectifs très reconnus dans le milieu de la photo. Ils sont très demandés, ils sont recopiés ou ils sont réutilisés et adaptés sur d'autres appareils, avec des bagues, mais surtout beaucoup recopiés. D'accord, donc ce sont des amateurs en fait qui viennent chercher le savoir-faire allemand, français, c'est ça? Oui, entre autres. Entre autres. Il y en a qui l'utilisent, bien sûr, mais il y en a qui les recopient. Et alors, on a parlé des records récents, mais alors, est-ce qu'il est encore possible, malgré les cotes qui grimpent, de se faire plaisir, de débuter la photographie, l'argentique aux enchères? Bien sûr, n'importe qui peut s'acheter un appareil, même deux, pour 20 €, des petits Canon AE1 qu'ils peuvent utiliser. En plus, moi, je les vérifie en amont. Donc, je signale quand ils sont fonctionnels ou pas. Donc, tout est possible. La personne lambda peut s'acheter un appareil aux enchères et l'utiliser. D'accord, très bien. Et même un Rolleiflex, même un Leica? Alors là, il faut quand même s'y connaître un peu. Il faut d'abord commencer, un débutant doit d'abord commencer avec un appareil un peu plus simple, un peu plus léger. Et après, bien sûr, il peut se mettre au Leica et au Rolleiflex. D'accord. Mais il y a vraiment tous les prix aux enchères. Tout le monde peut se faire plaisir. Et surtout, ils sont testés en amont. Et alors, est-ce que, selon vous, il y a aussi des marques qui aujourd'hui sont sous-cotées et qui, vous le pensez, pourraient voir leur cote progresser fortement dans les prochaines années? Alors moi, personnellement, j'aime beaucoup les Contax. C'est la marque Zeiss Ikon. C'était le concurrent de Leica, une marque allemande. Un appareil... pareil, très, très intuitif, très beau, qui est sous-coté aux enchères. Bon, sauf pièces exceptionnelles comme tous les appareils. Et à part les Contax, il y a aussi les numériques. Je pense qu'à terme, certains appareils numériques vont faire de grands prix. Alors avant de nous quitter, Isabelle Cazeille, je vous propose de retrouver Lucien qui est allé prendre la température du marché. C'est la météo des enchères. Bonsoir, place à la météo des enchères. Une perturbation a traversé les Pays de la Loire, touchant particulièrement la préfecture de Nantes, qui a vu son ciel traversé d'éclairs et même d'une météorite venue de Namek. Oui, la cité des Ducs n'a pas été épargnée. Et ce, probablement à cause de la vente Dragon Ball de West Enchères Public le 13 juin. Certains enchérisseurs se sont transformés en Super Saiyan lors de la dispersion de 2 collections de passionnés de la première heure pour s'arracher un coffret de figurines de Trunks, Sangoku et Vegeta, finalement adjugé 3 000 €. Dans le sud-ouest à Montpellier, un anticyclone s'est installé durablement, offrant à ses habitants un climat plus clément. L'hôtel des ventes a profité de ces parfaites conditions atmosphériques pour proposer aux enchères le 13 juin une nature morte de Rachel Ruisch. Les enchères pour l'œuvre de l'artiste néerlandaise des XVIIe et XVIIIe siècles se sont envolées pour atteindre les 115 000 mètres d'altitude. Les 115 000 €, dépassant très largement son estimation. Étonnamment, c'est plus au nord, dans la capitale, que le mercure est remonté bien au-dessus des normales de saison, explosant même tous les records chez Gros et Delettré, le 10 juin. Et oui, une grande commode imaginée par l'ébéniste français Eugène Prince pour une villa de Casablanca dans les années 1930 a été adjugée 1 105 000 €. C'est tout simplement du jamais vu, même pour la période estivale. Voilà, on arrête les frais pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau point météo. Et alors justement, vous aviez entendu parler de cette commode de Eugène Prince vendue chez Gros et Delettré? Incroyable, j'y suis passée ce matin justement, ils m'en ont parlé. Parce que ces appareils-là vont passer chez Gros et Delettré rue de Bérite, bientôt. Et bien la boucle est bouclée. Merci beaucoup Isabelle Cazeille. Merci à vous Diane. D'avoir été avec nous. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode de Folles Enchères TV. Je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres ventes complètement marteau.